Merci, professeur Takeno. Vous avez dit que si on avait le temps, mais on n'a pas le temps. Mais je pense qu'on peut prolonger un peu le colloque. Est-ce que oui? Je pense que oui. Donc nous allons passer à la discussion. Déjà continué. Donc on a une demi-heure pour la discussion. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui ont été soulevées pendant par les exposés. Les deux professeurs étrangers nous ont mis en garde le danger de la domination d'une seule langue sur l'enseignement. Et professeur Taketo, dans son exposé, a signalé le fait que l'anglais reste, malgré toutes les critiques, une langue très très répandue dans le monde. Donc l'université de Kyoto a choisi cette langue comme une langue d'enseignement. Mais l'usage de l'anglais comme langue d'enseignement a créé beaucoup de problèmes qui restent à résoudre. Donc, je voudrais commencer par des questions concrètes parce que, comme professeur Taketo propose des 4 thèmes de discussion, il va nous présenter 4 documents. On peut peut-être comparer l'épreuve de l'anglais à l'examen, au concours d'entrée de Kyoto et l'examen de l'anglais au baccalauréat. Français. Donc ça c'est donc je pense que parmi les étudiants, il y a des étudiants qui ont passé cet examen de concours. Donc c'est une question, c'est un problème de traduction vers le japonais. Et je vais le lire. Rudimentary knowledge of the history of chemistry picked up along the way. And many molecular biologists, it seems, are not even curious about what happened in biology before about 1950. My answer is that the history of philosophy is, in large measure, the history of very smart people making very tempting mistakes. And if you don't know the history, you're doomed to making the same mistakes all over again. That's why we teach the history. That's why we teach the history of the field to our students, and scientists who cheerfully ignore philosophy do so at their own risk. There is no such thing as philosophy-free science, just science that has been conducted without any consideration of its underlying assumptions. The smartest or luckiest of the scientists sometimes manage to avoid the pitfalls quite adroitly. Perhaps they are natural-born philosophers, or are as smart as they think they are, but they are the rare exceptions. Not that professional philosophers don't make and even defend the old mistakes too. If the questions weren't hard, they wouldn't be worth working on. Voilà, c'était un problème de traduction en anglais. Et ça, c'est le texte en japonais à traduire vers l'anglais. Quand j'étais dans un train bondé, en rentrant de bureau, j'ai trouvé, il y a un garçon qui doit être en écolière à l'école primaire, est entré dans le train en criant. Ses joues étaient tout rouges et il demandait au conducteur de train d'arrêter le train parce qu'il avait oublié, etc., etc. Regardons maintenant la question. Donc il y a 2 questions. Je ne sais pas, c'est
le problème, enfin la question qui a été posée au concours d'entrée de l'université de Kyotei, il n'y avait pas de source pour le texte qui a été repris pour poser la question. Alors ici, je vais le lire aussi. You can be. I squirmed, wanting to show I had been grappling deeply with such questions. What happened to me? I once promised myself I would never work for money, that I would join the Peace Corps, that I would live in beautiful, inspirational places. Instead, I had been in Detroit for 10 years now, at the same workplace, using the same bank, visiting the same barber. I was 37, more efficient than in college, tied to computers and modems and cell phones. I wrote articles about rich athletes who, for the most part, could not care less about people like me. I was no longer young for my peer group, nor did I walk around in gray sweatshirts with unlit cigarettes in my mouth. I did not have long discussions over egg salad sandwiches about the meaning of life. My days were full, yet I remained much of the time unsatisfied. What happened to me? Coach, I said, suddenly remembering the nickname. Mori beamed. That's me. I'm still your coach. で、この設問はですね、Donc la question était de répondre à ces questions en 150 mots. Est-ce que c'est possible de réconcilier vos rêves? Donc il y a deux questions qui sont posées et les étudiants doivent choisir. Est-ce que les deux professeurs étrangers peuvent commenter? La main de l'homme. Donc pourquoi les Japonais ne peuvent pas parler l'anglais couramment? Pourquoi les capacités linguistiques en anglais des Japonais ne sont pas terribles? Ça, c'est un examen, le baccalauréat qui est que les jeunes Français de 18 ans au passé doivent passer. Est-ce que vous pouvez commenter? Oui, je veux bien essayer sur 3 points. Premièrement, j'ai cru, je crois, assez bien montrer que les évaluations sont assez négatives en France. Le baccalauréat, ou plutôt la scolarité secondaire, ne remplit pas son rôle. J'ai parlé, c'est terrible, d'un niveau faux débutant pour des gens qui ont fait 7 ans d'anglais. Premier point. Deuxième point, là nous avons une partie de l'épreuve. Il y a un contrôle continu pendant l'année et il y a une partie finale, le jour du baccalauréat, au mois de juin. Donc c'est un petit peu plus complexe. Et troisième point, cette épreuve-là est tout à fait conforme à l'esprit des études en France qui vise à développer l'esprit critique, l'expression personnelle, autonome. Elle ne préjuge en rien que l'individu évalué là va être capable de se débrouiller dans une situation universitaire ou professionnelle lorsqu'il entrera 3 mois plus tard à l'université sans examen d'entrée, je le rappelle. Le baccalauréat vaut le droit d'entrée à l'université. Donc, cette épreuve-là est intéressante. Elle montre une qualité qu'on espère acquise par l'étudiant, qui est
l'expression personnelle. Mais franchement, ça ne répond pas aux besoins qui vont être ceux de l'étudiant à l'entrée à l'université. Vous voyez, voilà 3 petits éclairages que je voudrais donner au moins pour la France. Bien. Jean-Marc. Oui. Moi, je voudrais bien revenir sur une question plutôt de fond. C'est la notion de connaître une langue. Il y a autant d'interprétations sur le concept de connaître ou de maîtriser ou d'être capable d'utiliser une langue qu'il y a de professeurs ou d'apprenants. Donc, il faudrait qu'on s'entende sur cette notion-là de connaître une langue, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on vise. Et il y en a de multiples. Il y a le fait de connaître la langue, de connaître sa grammaire, de pouvoir être capable de traduire la langue. Il y a là aussi la capacité de pouvoir l'utiliser dans la vie quotidienne et aussi la capacité de pouvoir l'utiliser dans un contexte spécialisé, que ce soit un contexte professionnel ou un contexte scientifique, par exemple. D'accord ? Et là, le Japon n'est pas un cas particulier. Il y a une rupture entre les méthodes d'enseignement d'une langue et les compétences que l'on évalue par la suite. À l'heure actuelle, on a l'enseignement des langues, comme beaucoup d'autres enseignements, mais ça a commencé avec l'enseignement des langues, a changé radicalement de perspective. Auparavant, l'enseignement des langues était une discipline scolaire comme les autres, et on demandait aux élèves et aux étudiants de pouvoir connaître les règles d'une langue, comme on leur demandait de connaître les règles de physique, comme on leur demandait de connaître des dates du cours d'histoire. D'accord ? On leur demandait de pouvoir donner des explications. D'accord ? À l'heure actuelle, on adopte une perspective beaucoup plus communicative. Ce qu'on demande aux apprenants, élèves ou étudiants, ce n'est plus de donner des explications, mais d'être capable de pratiquer la langue. Et c'est donc une toute d'autres compétences cognitives, d'autres compétences linguistiques. Je peux être capable d'utiliser une langue sans être capable de l'expliquer. Et je peux être capable d'expliquer le fonctionnement d'une langue sans être capable de l'expliquer. Or, on constate, en Belgique, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, que si les objectifs ont changé, les méthodes d'enseignement sont restées traditionnelles. Pourquoi ? Parce que les méthodes sont appliquées dans un cadre scolaire. D'accord ? Donc, il faut essayer maintenant il faut relativiser la problématique du Japon pour dire qu'elle existe partout. Les objectifs en matière d'enseignement des langues ont changé et les méthodes ne sont pas, même s'il y en a plusieurs qui peuvent répondre à ces objectifs-là, les méthodes prennent plus de temps à changer parce qu'elles sont mises en pratique dans des institutions scolaires. D'accord ? Donc le problème que connaît le Japon, c'est le problème que connaissons en Belgique et aussi en France. On se rend compte que le nombre d'heures que l'on consacre à l'enseignement des langues ou à l'apprentissage de langues, n'est-ce pas, ne donne pas les résultats escomptés en matière de la maîtrise pratique de la langue étrangère. Donc, rassurez-vous, je ne sais pas si ça vous rassure, mais rassurez-vous, ce n'est pas propre au Japon. Les réflexions que vous avez concernant la mauvaise maîtrise de l'anglais des Japonais, nous sommes d'accord sur le même problème en Belgique, en France ou ailleurs. Ça va, ceci ? Donc c'est surtout un problème de méthodologie et de profiter davantage des possibilités d'exposition en langue étrangère. Alors, l'autre chose sur laquelle moi j'aimerais bien insister, c'est qu'ici on ne parle que d'une langue. Hein. L'ouverture vers le monde extérieur ne passe pas inévitablement par l'anglais, mais également par d'autres langues comme l'espagnol, comme le français, comme l'allemand, comme l'italien. Donc il faut envisager la notion de langues étrangères au pluriel et pas seulement
au singulier avec la langue anglaise. D'accord? Donc j'aimerais bien insister là-dessus pour terminer mon intervention. ありがとうございました。Merci beaucoup. Et moi, j'ai choisi ces sujets parce que dans le sujet de l'Université de Kyoto, le thème est très bien choisi. Mais la question, on demande aux étudiants de traduire en japonais tout simplement les parties soulignées. Et comme vous avez remarqué, c'est plutôt l'aspect technique de l'anglais qu'on veut examiner. Mais tandis que dans le sujet de baccalauréat français, il faut avoir réfléchi sur l'avis. Et sinon, on ne peut pas écrire la réponse. Et c'est tout à fait admirable. Et si on demande ça aux étudiants qui n'ont que 18 ans, on pose une question sur la vie, on pose une question sur la notion de la vie. C'est une question, c'est un sujet de la langue anglaise, mais ça touche la philosophie ou la pensée, les idées. Et c'est très difficile de noter ou évaluer, mais la question est vraiment pertinente et c'est peut-être quelles sont les idées des enseignants de l'anglais en France sur ce genre de sujet? Vous avez raison, professeur. La question est pertinente, mais du point de vue docimologique, du point de vue de l'évaluation, elle est mauvaise, parce qu'elle recouvre deux choses complètement différentes. Les idées personnelles de l'étudiant, et peut-être qu'il n'en a pas, le pauvre, peut-être qu'il n'a pas grand-chose à dire, et d'autre part, sa compétence pour encoder cela, le formuler en anglais. Donc du point de vue docimologique, c'est une très mauvaise question, parce qu'elle recouvre deux champs complètement différents. Si je n'ai rien à dire, je ne vais rien encoder en anglais. D'accord? Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense un petit peu comme mon collègue qu'il faut peut-être élargir la question que nous posons là. Et vous avez donné des éléments d'information très intéressants sur cet anglais English for academic purpose. C'est la définition de académique qu'on va avoir à préciser, avec en plus general, special. Ça, c'est un champ de réflexion. Et vous avez eu raison, je crois, à Kyoto, d'ouvrir ce champ-là. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez arrivé à un résultat facile. Parce que les gens vont pouvoir penser des choses très différentes. Regardez, juste une seconde, academic purpose. J'ai posé dans mon exposé, dans mon intervention, la question de savoir ce qu'était ce projet académique. Et il est très culturel. Il est très lié à un pays, à son avenir politique, à la formation des citoyens. Et il n'est pas généralisable. Et vos enseignants venus d'ailleurs, quand ils enseignent leur spécialité, notamment, par exemple, une science débarrassée de philosophie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons en France une phrase « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Une phrase littéraire très connue de la Renaissance. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Les scientifiques doivent aussi faire de la philosophie. Bref, c'est le projet politique, mais encore plus humaniste, que vous remettez en question en faisant enseigner des disciplines sensibles, par exemple celle des sciences humaines, peut-être aussi en mathématiques, je ne sais pas, ou en physique. Je pense qu'il y a une philosophie de la physique, mais ce n'est pas mon domaine. Et donc je pense que vous prenez des risques dont vous êtes conscient, je suppose, je crois, en installant l'anglais partout comme ça, en dépit des barrières que nous avons, je crois, et tous les deux, essayé de poser en termes épistémologiques
ou historique. Est-ce que vous avez un commentaire, Jean-Marc? Non. Oui, peut-être qu'il y a aussi d'autres questions dans la salle, mais je veux vous dire que une politique linguistique, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui doit... J'ai des exemples dramatiques de politiques linguistiques menées trop rapidement sans préparation, que ce soit par exemple au Maghreb, concernant la langue utilisée à l'université, que ce soit en Bolivie, la langue utilisée à l'école. Et souvent, les politiques linguistiques sont menées avec d'excellentes intentions, n'est-ce pas? Soit l'universalité, soit de promouvoir une langue indigène, comme le quechua en Bolivie. Mais ces bonnes intentions peuvent provoquer de réelles catastrophes et sacrifier une génération qui se sent complètement perdue, n'est-ce pas? N'oublions pas que nous sommes des êtres de parole et que le discours n'est pas... Quand on change de langue, c'est pas seulement changer un logiciel d'un ordinateur. Un changement de langue a des répercussions psychologiques, cognitives, sociales extrêmement importantes. Et les politiques linguistiques doivent toujours être menées à long terme, progressivement. D'accord? Parce que si on commet une erreur, eh bien, on a la possibilité d'ajuster par la suite. Donc, il faut être très prudent quand on mène des politiques linguistiques radicales pour un grand nombre de personnes. C'est la première chose. Il faut tenir compte d'un autre aspect, c'est la notion de profil linguistique. Comme vous l'avez dit, je suis montré avec les différents types de japonais en fonction des régions, en fonction des générations, par exemple. Il faut tenir compte de qui nous sommes linguistiquement. Et nous avons tous des profils individuels, linguistiques, n'est-ce pas, caractéristiques. Nous avons été exposés à différentes langues en fonction de l'endroit où nous sommes nés, en fonction de la famille, en fonction des événements de notre existence. Et il faut respecter ce profil linguistique. Et on n'ajoute pas une langue comme ça, une deuxième, une troisième ou une quatrième langue, sans que ça provoque, sans que ça n'ait des répercussions sur les autres langues que nous parlons et donc sur la vie que nous menons. D'accord? Donc il faut tenir compte, aussi bien en matière de politique linguistique que de profil linguistique, il faut être extrêmement prudent. D'accord? En touchant les langues, comme j'ai dit tout à l'heure, toucher les langues, c'est pas apprendre une langue étrangère, c'est pas comme apprendre le tai chi ou l'ikebana ou d'autres. Les langues nous affectent profondément à tout point de vue. Donc, il faut songer à cela quand on envisage des modifications de profil et de politique linguistique. Donc, la plus grande prudence, je dirais. どうもありがとうございました。司会という立場ですけども、ちょっと一言だけ言わせていただきますと。Merci infiniment. Bien que modérateur, j'aimerais bien dire quelques mots. Dans la présentation de M. Martinez, vous avez comparé les notes de l'anglais de plusieurs pays et le Japon était le 4e, la France 5e, je crois. Et nous discutons sur l'enseignement de l'anglais parce que ce sont deux pays où la compétence de l'anglais n'est pas très élevée. Et cette question servira... Sur cette question-là, j'ai réfléchi et on peut expliquer la raison pour laquelle les Japonais et les Français ne maîtrisent pas bien l'anglais. Et les étudiants de l'université de Kyoto sont très intelligents, mais très japonais en même temps. C'est-à-dire, on lit un texte en anglais et on traduit correctement en japonais. Et ce sont des questions qui mettent l'importance sur la technique. Et dans le sujet français, l'aspect technique n'est pas considéré de première importance, mais c'est
l'utilisation de l'anglais sur le plan pratique. Et donc, si on compare la compétence exigée, les étudiants japonais doivent connaître beaucoup de mots, ils doivent comprendre correctement le texte, mais on ne leur demande pas de s'exprimer de façon attrayante. Tandis que, d'après mon imagination, en France, on exige aux étudiants de s'exprimer, mais non pas a priori d'apprendre l'anglais correct. Et c'est ainsi que la France se trouve au 5e, le Japon se trouve au 4e, les Suédois, les Norvégiens, il n'y en a pas dans la salle. C'est un peu dommage, mais nous nous trouvons presque au même rang, mais pour des raisons complètement différentes. ついでながらちょっと Et j'aimerais bien ajouter un autre point. Voilà, c'est un document que j'avais préparé. À droite, l'écriture est toute petite. En 2010, TOEFL a été comparé, les notes de TOEFL ont été comparées dans les pays de l'Asie et de l'Europe. Le Japon se situe au 16e. En Asie, l'Inde est le premier. En Europe, la Suisse est en premier en TOEFL. 15e. La France est au 15e. Et nous n'avons pas le temps de regarder en détail. Et au Japon, la compétence de l'anglais a baissé pendant les années 90. Le nombre de mots appris a baissé aussi. Et M. Martinez a dit tout à l'heure, c'est en rapport à ce que vous avez dit. C'est peut-être un phénomène spécifique au Japon. À la restauration de Meiji, ce n'est pas... nous avons essayé d'introduire la technique en séparant la technique de l'Occident de la philosophie. Et les techniques ou technologies de l'Occident ne peuvent pas être séparées du contexte du temps ni de la philosophie. Et Renaissance a demandé une réponse en retournant, en reconsidérant le temps archaïque, et on a abouti à Galilée, Newton, etc. Et, il y a un morceau de musique de Bach, The Art of Fugue. Et on traduit en japonais la technique de fugue. Et c'est pas possible de trouver une technologie complètement découpée, détachée de la philosophie. Mais bien sûr, il y a des exceptions dans la pensée des Japonais, mais le Japon a besoin de reconsidérer les langues avec un point de vue complètement différent de celui qui a été adopté pendant la restauration de Meiji. Et pour les langues européennes, il faut reconstruire l'enseignement des langues étrangères à l'université de Kyoto. 私はですね、Je ne vais pas m'attarder à parler très longtemps. Donc, pour l'anglais, je pense qu'il faut séparer deux niveaux. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est l'anglais comme langue vivante, qui a une vie, qui a vécu, qui a une histoire. Donc, on connaît bien le Hamlet, enfin donc il y a une littérature anglaise qui est née de l'anglais. Donc c'est un art très créatif. Et l'autre niveau, c'est l'anglais comme outil de communication.
Donc c'est un outil très très puissant et non négligeable. Donc il faut séparer ces deux fonctions, ces deux niveaux de l'anglais. Chaque étudiant, selon ses besoins personnels, donc l'enseignement de l'anglais doit prendre en compte les besoins particuliers de chaque étudiant, en séparant bien ses besoins suivant les deux niveaux dont je viens de parler. L'anglais permettra aux étudiants de penser à soi, de s'enrichir. Et malheureusement, je dois clôturer ce colloque international parce qu'on n'a plus de temps et je le fais en remerciant les autres intervenants. Merci.